présentation. Donc, merci à tous encore d'être là aujourd'hui. C'est pas mal dans ces temps de confinement de pouvoir quand même échanger sur ces sujets, sur tout ce qui va être bonne pratique et comment s'améliorer un petit peu en continu dans les équipes de développement sur le code qu'on produit. Comme on va le voir aujourd'hui, ça passe pas uniquement que par le code, mais c'est plus la structure qu'on va amener un petit peu autour et aussi une partie importante qui est la partie liée au spec et au test. Alors c'est pour ça que Code4Test aussi est là aujourd'hui. Ça nous paraissait intéressant d'avoir une vision un peu plus globale aussi de ce qui se passe quand on parle de qualité logicielle. C'est pas uniquement lié au code source. Il y a aussi des choses qui entourent ça, donc c'est important de les préciser, même si c'est pas le sujet direct aujourd'hui, au moins on va en parler rapidement. Hop. Alors c'est parti. Donc moi je suis Arthur Mann, donc je suis cofondateur et CTO de la startup Promise. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, on est une startup bordelaise qui existe maintenant depuis à peu près 5 ans, qui vient du laboratoire de recherche de Bordeaux en informatique, de l'Abri, et qu'on a créé à la suite de la thèse de Cédric Téton, qui a fait sa thèse sous la direction de Xavier Blanc, qui sont tous les deux présents ici aujourd'hui. Donc on est vraiment spécialisé dans la qualité logicielle au niveau des pratiques de développement. Donc, comment accompagner les équipes de développeurs à produire du code de qualité. Ce qu'on a appris avec le temps, c'est que ça passe pas uniquement par des outils, mais ça passe par la mise en place d'échanges, la mise en place de coaching. C'est un vrai accompagnement en fait qu'il faut avoir derrière. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'actuellement, c'est assez hétérogène au sein des équipes. Tout le monde a une vision un peu différente justement de comment est-ce qu'on s'améliore dans l'équipe en continu. Donc, on a essayé d'apporter un petit peu notre touche là-dessus. Et c'est pour ça qu'on a développé la plateforme qui s'appelle Themis, qui est une plateforme collaborative qui est vraiment dédiée à tous ces aspects de qualité logicielle, que ce soit sur le TDD, sur le test, sur la qualité du code, donc sur vraiment toutes ces pratiques qu'on appelle des pratiques de clean code. Donc, je reviendrai un petit peu dessus derrière. Et du coup, aujourd'hui, je suis pas tout seul. Je suis avec Julien. Julien, je te laisse te présenter. Oui, merci Arthur. Donc, Julien Van Quebec, je suis le fondateur de la société All4Test. Comme son nom l'indique, on est un pure player dans le domaine du test et de la qualité logicielle depuis 2006 maintenant. On est présent sur Paris, bien sûr, dans Sophia Antipolis, un petit peu sur Bordeaux, et on a également une test factory sur Tunis pour les clients qui souhaitent externaliser leur test. Alors aujourd'hui, on essaie de promouvoir une approche globale de la qualité. Donc, comme le disait Arthur, effectivement, la qualité d'un logiciel, il y a plusieurs indicateurs pour essayer de la mesurer et plusieurs leviers sur lesquels on peut intervenir pour essayer de l'améliorer. Et une c'est faire du shift left, c'est-à-dire essayer de travailler le plus possible en amont de la conception d'une application pour s'assurer que tout le monde se comprend et que chacun a compris son rôle pour améliorer la qualité. Donc, on peut commencer par l'approche mieux concevoir, c'est-à-dire les gens qui vont faire des spécifications. Après, donc je crois qu'Arthur, on voit le mieux développé dans le slide. Ouais, excuse-moi, je suis en train de répondre. Donc, développer, c'est ce qu'on va vraiment détailler aujourd'hui dans ce webinaire. Et puis, le mieux tester, c'est effectivement comment mettre en place les stratégies de test, des outils de test, automatiser les tests, etc., qui est dans notre cœur de métier. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est cette approche globale. Donc, on appelle ça du quality by design ou quality at speed. On va retrouver ça dans ce petit graphique. Dans les équipes agiles, en fait, l'enjeu, c'est de entre l'agilité et la vitesse, la maîtrise des coûts et la garantie de la qualité. Donc, comment on passe les indicateurs dans tout ça? Et on peut le maîtriser plus facilement par cette approche de quality by design, c'est-à-dire vraiment embarquer les problématiques de qualité dans la gestion de projet de manière native
et pas gérer le test en bout de chaîne ou pas gérer la qualité du code alors qu'on est en production. On doit vraiment l'intégrer dans l'ADN de la gestion de projet. Donc sur le mieux concevoir, on travaille ensemble sur des approches comme le BD, c'est tout ce qui est Behavior Development Driven. Donc c'est créer une conversion entre les PO, les développeurs et les QA pour s'assurer d'une bonne compréhension et d'accélérer les cycles. Ça peut passer aussi par du coaching des PO pour les aider à mieux spécifier, embarquer les critères d'acceptance, par exemple. Et le mieux tester, donc je vous en ai parlé rapidement, mais grosso modo, ça se matérialise par trois types d'interventions potentielles. Les phases d'analyse où on va faire des audits de maturité des équipes et ensuite d'amélioration qui vont se matérialiser dans la phase d'optimisation. Donc, optimiser, ça se matérialise par du coaching souvent. Donc, c'est pour ça qu'on s'est renforcé aussi dans nos équipes avec des Craftman et des partenaires comme Promise qui vont nous permettre de monitorer ces améliorations de la qualité du code. Et enfin, ça peut aussi se matérialiser par l'organisation complète de projets de test sous forme d'assistance technique ou de tierces recettes applicatives sur les grandes lignes. Super, merci Julien. Pour ce qui est du coup donc, de la partie mieux développée, donc vous l'avez compris, c'est une partie du spectre global de ce qu'on peut faire pour améliorer un petit peu la qualité de ces projets. Pour nous, chez Promise, vraiment tout ce qui est développement logiciel, ça s'apparente plus à un artisanat qu'à une discipline d'ingénierie classique, dans le sens où on a des milliers de manières de faire le même logiciel, des milliers de pratiques qui existent, c'est un petit peu comme les recettes de cuisine, hein, ce qu'on va dire. Et ce qu'on sait, c'est qu'il existe un ensemble de bonnes pratiques de développement qu'il va falloir appliquer un petit peu au sein de son équipe pour qu'on obtienne du code de bonne qualité. Alors, quand on dit code de bonne qualité, on sous-entend du code qui est maintenable, qui ne contient pas de bugs et qui est relisible par l'ensemble des équipes qui vont passer dessus au fur et à mesure des années. Pour nous, c'est vraiment cette partie maintenabilité qui est importante quand on parle de qualité. Si on ne respecte pas forcément ces bonnes pratiques, on va obtenir un code donc, qui va être de moins bonne qualité, de mauvaise qualité, on va dire, qui va contenir ce qu'on appelle de la dette technique. Donc, j'imagine que c'est un terme que vous avez déjà dû entendre assez régulièrement. La dette technique, en fait, pour préciser rapidement, ça a vraiment un impact assez fort sur les projets. Premièrement, ça va introduire beaucoup de bugs. On sait qu'un projet qui est endetté, qui est dur à comprendre, où les développeurs vont avoir du mal à rentrer dedans, on va avoir tendance plus facilement à faire des erreurs humaines lorsqu'on va faire des modifications. Il y a des effets de bord qu'on ne va pas comprendre, etc. Donc, on va avoir des bugs qui vont arriver assez régulièrement. Ça va nous ralentir vraiment la maintenance du logiciel. Donc, on va passer beaucoup plus de temps à comprendre tout ce qui se passe derrière ou à faire des modifications. Et à côté de ça, on va avoir aussi un impact humain où en fait on va tout simplement être ralenti quand on va arriver sur un projet endetté. Ça va nous demander beaucoup plus d'efforts en fait de compréhension de ce qui se passe dans le logiciel. Et évidemment, ça va avoir un impact assez fort, surtout sur le temps de maintenance, les bugs, etc. Mais pour nous, ce qui est vraiment important, c'est cet impact humain et social qu'on va avoir derrière. Donc la question, c'est pourquoi est-ce que cette dette technique sur l'ensemble des projets, elle augmente régulièrement et elle augmente un petit peu toujours de manière un peu naturelle. Ce qu'on a identifié avec les retours d'expérience qu'on a eu avec les différentes entreprises, surtout les différentes équipes avec qui on a pu parler, c'est que le fait que tous les profils dans l'équipe de développement soient très hétérogènes, on a, parce que l'entreprise, t'as raison Sandra, on a vraiment ce côté hétérogénéité qui est assez fort. Donc, on a des développeurs juniors avec des développeurs seniors, des développeurs qui ont une expérience différente, qui ont fait plutôt du back, qui passent sur du front, etc. Et évidemment, ça crée de l'hétérogénéité dans le code en lui-même. Donc, ça a tendance à complexifier un petit peu le code source en lui-même. Il y a énormément de bonnes pratiques qui sont pas forcément connues dans l'ensemble des développeurs. C'est ce point qu'on va essayer de traiter, en particulier avec les ateliers Craft. L'idée, c'est que chaque personne dans le développement va avoir ses propres connaissances, que ce soit une personne qui est junior, qui est senior, etc. Chaque personne va avoir ses propres bonnes pratiques. Et l'idée, ça va être de capitaliser sur ça
pour pas que ce soit des choses un petit peu isolées à droite à gauche, mais on va essayer de les centraliser et on va essayer de capitaliser sur les connaissances de tout le monde pour éviter justement qu'on ait cet effet de technique qui augmente. Des pressions et la pression et la deadline, évidemment, c'est quelque chose qui vient impacter le point d'après. Donc, c'est on va manquer un petit peu d'interaction, d'échange avec les gens sur tout ce qui concerne les bonnes pratiques, parce qu'en général, dans les équipes avec lesquelles on a travaillé, vu qu'il y a toujours une pression, parce qu'on a toujours des deadlines quand même importantes à tenir, on a moins de temps de faire beaucoup de pair programming, de faire beaucoup de revues de code, d'échanger, de faire des ateliers ensemble sur toutes ces bonnes pratiques. Donc, on essaye en fait de gagner du temps en se disant je veux prendre le moins de temps possible à travailler sur cette partie qualité, mais j'aimerais bien avoir le maximum d'impact derrière. Et j'ai pas envie de passer la moitié de ma semaine à faire des ateliers, évidemment, ou des travaux sur la qualité du code. Ce serait assez contre-productif de passer trop de temps à travailler sur ces aspects de qualité. Mais il faut vraiment trouver le juste milieu. C'est là où c'est compliqué. Et en plus de ça, on a des outils en support. Donc, quand je parle d'outils, là, ça va être surtout, par exemple, tout ce qu'on va voir au niveau des linters, SonarCube, ESLint, TSLint, des rapports de couverture de test, des choses comme ça. Pas mal d'outils qui vont venir automatiser certaines choses dans le code, qui vont nous remonter dans un indicateur. Mais en fait, on s'est rendu compte que ces outils étaient assez limités de par les règles qu'ils étaient capables d'automatiser et d'analyser. En fait, la vraie dette technique, elle n'est pas forcément repérable par ces outils-là. Ça va être des problèmes de nommage, des problèmes de structure. Ça va être pas mal de choses en fait qui vont être invisibles aux yeux de ces outils-là. Donc, on ne peut pas se baser uniquement sur ça. Et en plus de ça, on a plein de problématiques avec ces outils sur un nombre important d'informations, etc., qui doivent être remontées. Et les développeurs ont du mal à s'engager dedans. Donc ça, c'est des problématiques aussi qu'on a eues en retour d'expérience assez régulièrement. Donc maintenant, pour faire le focus un petit peu sur Themis, pour rentrer directement dans le sujet, après j'arrête les slides et je vais passer directement sur une présentation d'outils. Juste pour recentrer un petit peu, Themis, qu'est-ce que c'est dans sa version originale, dans sa version de base? En fait, ça vient se brancher sur les rapports des outils de calimétrie, sur des gestionnaires de version, donc ça va être Git, SVN, TFS, Clearcase, n'importe quoi. Et ça vient agréger l'information de ces sources de données. Et ça vient ensuite les restituer, ces informations, aux différents développeurs de l'équipe. Donc, chaque développeur dans une équipe va avoir un cockpit, en fait, dans Themis. Il va avoir un fil d'actualité avec ses propres, un retour personnalisé, en fait, sur ses propres actions dans le code. Donc, en résumé, en fait, Themis, actuellement, ça faisait plutôt une surcouche à ces outils, à SonarCube, à des rapports de couverture de test. On va travailler aussi sur des pratiques TDD un petit peu dans Themis, mais on est toujours un petit peu lié à ces outils qui automatisent justement l'analyse de la qualité du code. Ce qui est un petit peu limitant dans le sens où, comme on disait tout à l'heure, c'est important d'avoir un regard humain sur certaines pratiques, comme tout ce qui est nommage, etc., parce que les outils ne sont pas capables de le faire. Mais ça, voilà, c'est vraiment la version de base de Themis. Donc, il y a toute une version, toute une partie gamification, plan d'action automatisés qui sont générés. Donc, on vient accompagner l'équipe au quotidien, en fait, sur ces pratiques de qualité. Donc, maintenant, si je prends un exemple concret pour vous présenter vraiment ce qu'on a fait au niveau de l'atelier Craft. Ça part d'une équipe toute simple. Il y a 4 personnes. On a Pierre, qui est un développeur junior, qui vient d'arriver dans l'équipe, qui est très junior pour le coup. On a Eric et Camille, qui, eux, sont des développeurs de l'équipe un peu plus expérimentés, mais qui n'ont pas non plus une expérience folle, mais qui ont déjà travaillé quand même sur certains projets. Et on a Ludo, qui, lui, est lead technique sur le projet. Donc, lui, il a un peu plus d'expérience. Et en fait, ce qui est intéressant, ça va être que dans notre atelier Craft, ces différentes personnes vont avoir des attentes différentes. On ne va pas tous être au même niveau sur ce qu'on attend, justement, d'échanges sur la qualité logicielle. Pierre, il va plutôt vouloir monter en compétence sur des pratiques de base, sur certaines pratiques, parce que quand on est dans une école d'ingé ou quoi que ce soit, on apprend surtout à produire et on apprend à se servir de framework et de langage. Mais c'est avec l'expérience qu'on va acquérir justement pas mal de réflexes lorsqu'on va coder, justement, pour faire du code qui est vraiment maintenable par la suite. Donc lui, il veut vraiment acquérir ces informations. Eric et Camille, ils ont déjà quelques bonnes pratiques dans leur tête, mais ils aimeraient bien uniformiser un petit peu ce qui se passe dans les différents projets. Ils aimeraient bien se mettre d'accord sur les différentes pratiques, échanger un petit peu là-dessus, pour être sûr que tout le monde a bien la même compréhension de ce qui est une bonne pratique ou pas. Et Ludo, lui, il a pas mal de lectures en fait à son actif. Ça va être par exemple le refactoring de Martin Fowler, etc. Donc il a pas mal de connaissances sur des bonnes pratiques qui peuvent être assez avancées. Et ce qu'il aimerait bien, c'est présenter ces pratiques et les faire comprendre et les faire apprendre justement par l'ensemble de ses équipes
mais sans les surcharger d'un coup. Donc, il a essayé un petit peu de créer un wiki où il a listé toutes ses pratiques, puis en fait, il s'est rendu compte que le wiki était plus à jour, que des pratiques avaient évolué, les langages avaient évolué, personne n'allait dessus, il y avait trop de pratiques à l'intérieur, etc. Donc, Ludo s'est un peu cassé la tête, en fait, avec ce wiki. Il a essayé de faire pas mal de revues de code, mais pareil, il donnait d'informations à un développeur qui devait répéter à notre développeur, ses commentaires étaient perdus. Donc voilà, il se posait vraiment des questions sur comment partager ces pratiques. Vous l'aurez compris, Ludo, c'est un peu moi dans l'équipe quand on a fait ce petit test. Et en fait, ce qui est intéressant de préciser aussi, c'est que les 4 personnes travaillent sur 2 projets différents. On a Pierre, Camille et Ludo qui travaillent sur le projet Libra et Eric qui travaille tout seul sur le projet Xtic. Pour autant, même s'ils travaillent sur des projets différents, ce qui est important, c'est que c'est des projets front-end, les deux. Et donc, en réalité, ils travaillent sur les mêmes technos. Et même s'ils travaillaient pas forcément sur les mêmes technos, les bonnes pratiques, elles sont pas dépendantes d'un langage ou d'un framework, pour la plupart. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est pas parce que Camille, Pierre et Ludo travaillent sur un projet et que Eric est tout seul sur son projet qu'on va laisser Eric de côté, que lui va faire un petit peu de développement à sa sauce. Non, en fait, on va vraiment réunir tout le monde autour d'un atelier et on veut partager sur les bonnes pratiques, que ce soit sur un projet ou un autre, ça va être la même chose. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement au sein de Themis? On a créé ce qu'on appelle un atelier craft, dans lequel on a réuni ces 2 projets, le projet Libra et le projet Xtic. On a défini un rythme, qui est le rythme en fait du projet, qui sont des sprints assez classiques. On aurait pu dire c'est mensuel, hebdomadaire, etc. Mais là, on avait voulu caser un petit peu ça sur le rythme actuel de l'équipe. Et les 4 développeurs, du coup, participent à ce projet. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement, en fait, dans Themis? J'arrive ici. Là, j'ai l'interface de Themis. Juste pour vous présenter rapidement, donc, je suis connecté avec Ludo, du coup, qui a ce profil un petit peu d'animateur. Et au sein de Themis, donc, j'ai différentes pages, mais là, je vais m'attarder surtout sur ces 2 parties-là, donc la page qui s'appelle Bonne pratique et la page Atelier Craft, qui sont les deux nouvelles pages qu'on a rajoutées du coup au sein de Themis. Et en fait, dans cette page Bonne pratique, on va retrouver un ensemble de bonnes pratiques de base qui sont là plus à titre d'exemple ou vraiment de base en fait de connaissances pour l'équipe. Ça, c'est des bonnes pratiques qui viennent de base avec Themis en fait, qui sont un petit peu des exemples. Donc il y en a 17. Par exemple, des commentaires inutiles en fait qu'on va pouvoir retrouver dans le code. Donc on a des exemples, etc. Des noms de fonctions qui doivent contenir un verbe, des booléens, des noms qui sont pas forcément bons, donc des misleading naming. On peut mettre un petit peu ce qu'on veut en fait là-dedans. À la base, c'est des pratiques assez génériques qu'on va retrouver. Et l'idée, c'est que l'équipe, petit à petit, en faisant ces ateliers, va définir ses propres bonnes pratiques en fonction de ce qu'elle a pu identifier dans son propre code. Donc, on ne va pas créer une liste de 150 bonnes pratiques qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on est en train de faire actuellement, mais on va vraiment faire des pratiques qui collent exactement à ce qu'on est en train de faire actuellement, au fichier qu'on est en train de toucher actuellement. Donc, je vais passer dans la partie atelier craft. Et ici, je retrouve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon atelier front-end que j'ai déjà créé en amont. Donc, où j'ai mes 4 participants, mes 2 projets, et je suis sur le mode sprint. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avec Ludo, je vais rentrer dans cet atelier. Et une fois que je rentre dans un atelier, j'arrive en fait sur une session qui est dédiée à mon sprint. Donc, mon sprint, il est ici, il s'appelle déploiement V01. C'est le nom de mon sprint. Et en fait, sur un sprint, Themis automatiquement va me présenter des fichiers. Donc là, j'en ai gardé 2, mais il m'en présente 10 en fait à la base, qui sont des fichiers qui ont le plus bougé récemment. Donc vraiment des fichiers sur lesquels on a beaucoup de parties où on a rajouté pas mal de lignes de code, etc. Donc c'est un peu des fichiers qui sont des fichiers hot du moment, sur lesquels il y a eu beaucoup d'actions de la part de toute équipe. Et à partir de ces fichiers, je vais pouvoir, en fait, donc chaque membre de l'équipe va pouvoir, à partir de la liste des bonnes pratiques qu'on retrouve ici à droite, qui vient de la page précédente, je vais pouvoir aller identifier dans le code des fichiers des endroits où ces bonnes pratiques seraient peut-être pas forcément suivies. Donc, dans ces fichiers-là, je vais essayer de ne pas forcément mettre des tags, donc ces bonnes pratiques, sur du code qui est super vieux ou qui est du code legacy, parce que ça n'aurait pas trop de sens. Donc, pour ça, en fait, Themis en couleur, ici, vous le voyez à gauche, va m'indiquer un petit peu quelles sont les lignes qui ont bougé plus récemment. Donc ici, par exemple, toutes ces lignes en bleu, ici, elles ont été modifiées il y a 9 jours. Donc, c'est des lignes, justement, c'est du code assez récent.
Donc, je vais plutôt orienter en fait mes commentaires sur ces morceaux de code-là. Mais rien ne m'empêche de mettre des tags de bonnes pratiques sur du code un peu plus vieux si j'identifie des choses en me disant « Ah tiens, ça aurait pu être mieux fait, etc. » Donc là, j'ai mon fichier homecomponent.ts. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai posé des règles un petit peu avec mon équipe en leur disant « Sur cette période, chacun, quand il va avoir le temps dans le sprint, va aller poser 3 bonnes pratiques maximum dans les fichiers, donc dans les 2 fichiers que j'ai définis ici, donc un fichier TypeScript et un fichier HTML. Pourquoi j'ai limité Parce qu'on s'est rendu compte que c'était rapidement la foire, en fait, si jamais on laissait des gens mettre des commentaires sur un petit peu tout le code, on se retrouve avec trop de bonnes pratiques qui vont être déposées. Et du coup, derrière, c'est impossible de faire une vraie rétrospective parce qu'on a trop d'informations, donc on est écrasé d'informations. Donc, il y a vraiment un rythme qui est important à prendre. On rentre dans une démarche d'amélioration continue. Donc, on va faire les choses petit à petit. Donc, en fait, ce que j'ai demandé à l'équipe ici, c'est d'identifier 3 bonnes pratiques maximum et d'utiliser, du coup, des bonnes pratiques qui, pour nous, sont celles qui sont les plus importantes actuellement et les plus simples, du coup, à identifier. Et au fur et à mesure des autres sprints, je vais pouvoir rentrer un peu dans le détail, je vais pouvoir ajouter des pratiques un peu plus précises. Et du coup, on va pouvoir les appréhender ensemble et les faire rentrer dans nos habitudes de développement, mais petit à petit dans le temps. On va vraiment pas surcharger comme on pourrait le faire dans une pull request où on pourrait mettre des commentaires sur tous les morceaux de code qui ne va pas. Là, on va vraiment faire un focus sur certaines pratiques. Donc du coup, si je regarde rapidement ce fichier, bon, je vois pas mal de choses qui me titillent un petit peu, du code commenté, une méthode ici qui a l'air assez solide, même très très solide, ouais, une très très grande méthode. Mais assez rapidement, j'identifie quelque chose là que je connais bien. Je vois un exemple en fait où j'ai un gros commentaire ici, calcul des données liées aux réservations animées. Et je me rends compte en fait que ça, c'est un commentaire qui vient découper une méthode et qui explique ce que fait ce traitement-là. Donc moi, avec mon expérience, je sais que ça, assez rapidement, en fait, assez facilement, on aurait pu l'éviter si on avait ici fait un extract méthode et qu'on l'avait nommé avec le nom du commentaire ici. Ça nous éviterait d'avoir un commentaire qui coupe comme ça notre méthode en plein milieu, qui rend le code beaucoup plus difficile à lire, etc. Alors ça tombe bien parce que dans mes bonnes pratiques de base, j'ai une bonne pratique qui s'appelle Comment Use to Split Code. Donc si je regarde ce que ça fait, c'est exactement ça en fait. J'ai un commentaire qui vient découper du code et la bonne pratique m'explique que je peux extraire une méthode, bien la nommer, comme ça je fais je rends explicite le concept métier sous-jacent derrière. Et ça me permet justement d'avoir un code qui est beaucoup plus maintenable par la suite. Donc là, moi, je suis capable d'identifier ça, donc je vais le positionner. Donc ce que je fais, c'est que je drag and drop la bonne pratique ici. Tac, Comment Use to Split Code. Alors, elle y est aussi ici, donc tant qu'à faire, je peux le déplacer aussi ici. L'idée, c'est de pouvoir présenter ensuite cette pratique avec des exemples concrets de ce que j'ai vu dans le code. Et derrière, je peux également mettre un petit commentaire pour expliquer un petit peu ce que j'ai vu et surtout pour donner une suggestion. Donc là, en commentaire, je vais dire, on aurait pu extraire une méthode ici et changer son nom par compute concern réservation data. Justement, l'idée, c'est de pouvoir suggérer des choses un petit peu à l'équipe. Donc, je vais ajouter ce commentaire, tout le monde pourra le voir derrière. Ensuite, je vais continuer un petit peu ma passe sur le fichier, je remonte rapidement et je me rends compte, juste ici, que j'ai une condition, donc j'ai un if avec un truc assez barbare à l'intérieur ici. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est que cette condition, mais en tout cas, moi, je ne la comprends pas. Mais c'est pareil, j'ai lu quelque chose, en fait, c'est un vrai truc, en plus, il n'y a pas longtemps, dans le livre Refactoring de Fowler, où il explique, en fait, que quand on a des conditions assez complexes, ici, on peut les extraire dans une variable et la mettre juste au-dessus, justement aussi pour rendre plus explicite ce que c'est que cette condition-là, et pour rendre beaucoup plus facile la lecture par la suite. Alors, visiblement, c'est une règle qui n'existe pas dans mes règles de base. Donc là, c'est le bon moment, en fait, de créer cette bonne pratique. Donc, je vais faire création d'une nouvelle pratique. Je vais l'appeler, bon, je décide de le faire en anglais, mais j'aurais pu très bien le faire en français aussi. Extract conditionnel d'une variable. Et je vais expliquer ce que ça fait. Je vais dire que, pour expliciter ce que représente la condition, j'aurais pu extraire ça dans une variable et utiliser le nom de la variable vraiment pour expliciter ce que fait ce truc. Je vais dire que je vais mettre un petit tag en disant que ça c'est de la maintenabilité. Je vais créer cette pratique, donc elle va arriver ici dans ma liste de droite. Hop, extract conditionnel variable, et je vais pouvoir la déplacer sur le code. Donc je vais dire que le problème, il est ici, et si je remonte assez rapidement,
J'imagine que je vais en trouver d'autres. Ici, pareil, ce if-là. Hop. Alors, ce qui est intéressant, en fait, dans le fait de ne pas passer sur tout le code, comme on pourrait le faire dans des revues de code, de faire plutôt de l'échantillonnage où on prend juste quelques échantillons de fichiers. Je vais prendre un fichier TypeScript, un fichier HTML, par exemple, un fichier CSS uniquement. C'est qu'en réalité, quand on parle de bonnes pratiques, si on voit qu'il y a un endroit où quelque chose n'est pas forcément suivi, 90% du temps, on va le retrouver un peu partout dans le code. Donc l'idée, c'est pas de faire le focus sur tout le projet, ça on s'en fiche, mais juste de prendre ce fichier comme un support, comme un exemple. Mais vraiment, le sujet ici, c'est pas le code source. Je vais pas demander à l'équipe d'aller faire un refactoring de ce truc-là par la suite. J'ai pas envie de leur faire perdre de temps forcément là-dessus, puis ça se trouve, ça marche très bien, mais bon, on va dire, mais à coup de pas. Par contre, j'aimerais bien que les gens comprennent qu'il y a moyen de faire mieux en fait sur ce qu'on a précisé ici. Et donc, dans les futurs développements, les gens vont prendre le réflexe et vont prendre l'habitude de ne plus passer par une condition comme ça, mais vont pouvoir l'extraire assez facilement. C'est vraiment ce que je recherche derrière. C'est améliorer le code futur qui va être produit, mais pas forcément passer beaucoup de temps à faire du refactoring sur le projet. C'est vraiment un autre sujet. Donc là, j'ai placé ces bonnes pratiques. Je peux regarder rapidement ce qui se passe sur le fichier HTML. Et là, il y a quelque chose qui me saute aux yeux assez rapidement. Ici, j'ai un ng-submit dans un formulaire. Et je me retrouve avec const s égale result, const t égale compute. Enfin, pas mal de logique en fait dans le HTML. Et ça, c'est un truc, je sais d'expérience que ça peut rendre très compliqué parce qu'on ne voit pas ce qui se passe en fait dans le composant JavaScript derrière. Donc pareil, je peux créer une bonne pratique que je vais appeler ne mettez pas de logique dans les vues. Et tac. Et je vais expliquer que pour séparer vraiment les différents concerns, il faudrait garder toutes ces logiques dans les composants et garder les vues HTML les plus simples possibles. Donc là, vraiment juste passer par une seule méthode à l'intérieur. Je peux créer un nouveau tag, je vais mettre HTML, je vais dire que ça c'est lié vraiment à tout ce qui est vue HTML. Donc je vais le valider ici. Et je vais pouvoir le déplacer ici. Donc là, j'ai fait mon job. Donc, vous avez vu, ça ne m'a pas pris trop de temps. Le but, c'est vraiment que ça ne prenne pas trop de temps. J'ai fait mon job, j'ai vu juste mes commentaires, j'ai posé mes commentaires. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, je laisse ça de côté et on attend un petit peu. On est jeudi après-midi. Et jeudi après-midi, c'est le moment où on fait les rétrospectives des ateliers craft avec l'équipe. Donc, on se cale à chaque fois 15 minutes, une demi-heure avec l'équipe pour faire un petit peu ces moments d'échange sur ces bonnes pratiques. Ça nous permet de partager un petit peu là-dessus. Et là, je suis avec toute mon équipe, donc on est avec les 4 personnes. Et je passe directement dans la partie récapitulative. Et là, je vais voir qu'est-ce que les gens de mon équipe, avec moi, ont identifié sur ce sprint. Et je vois qu'il y a pas mal de fonctions trop complexes qui sont venues. Donc, j'ai eu trois personnes qui ont identifié des fonctions trop complexes. De comment use to split code. Donc, ça, c'est moi qui l'ai mis derrière. Et il y a pas mal aussi de magic string et de magic number. Donc ça, c'est un petit peu les règles qui étaient les plus importantes pour les différentes personnes de l'équipe. Alors, je peux regarder ce qui se passe plus précisément par développeur, en fait, par personne de l'équipe. Et je vois que Pierre, le développeur qui est plus junior, il a posé un tag il a identifié une fonction qui est trop complexe. Moi, donc j'ai posé un petit peu mes 3 trucs, ça on l'a déjà vu. Et Eric et Camille ont aussi identifié des fonctions trop complexes. Donc pour eux, c'est peut-être la règle un petit peu principale sur laquelle on pourrait s'améliorer actuellement, c'est de faire des fonctions plus petites. Donc là, ça va être un bon moment justement d'en parler ensemble. Et je vois aussi que Camille, elle a rajouté une pratique qui s'appelle Extract Generic Method into Service. Alors, c'est une règle que je ne connaissais pas. Et donc, ça va être un bon moment justement pour Camille de nous présenter un petit peu cette règle qu'elle a créée elle-même. Et pour ça, elle va nous la présenter directement, en fait, quand on va passer dans ce mode revue, où ici, en fait, tout simplement, je reviens sur mes 2 fichiers et je vais avoir accès aux commentaires de tout le monde. Donc là, je vais pouvoir, avec l'équipe, leur présenter un petit peu. L'idée, c'est de passer de haut en bas sur les différents commentaires qu'on a pu poser et de les présenter. Donc, chaque personne qui a posé en fait son commentaire va présenter. Donc moi, je vais pouvoir commencer par mon extract conditionnel d'une variable, qui est une règle que j'ai rajoutée. Donc je vais expliquer un petit peu pourquoi cette règle est importante et ce qu'on peut faire. Donc là, je vais pouvoir leur dire, par exemple, qu'avec l'IDE, si vous utilisez par exemple VS Code, vous pouvez sélectionner ce morceau de code, faire un clic droit, extract tout variable dans le scope de la méthode actuelle
Et on a juste à renommer derrière, et en fait, très facilement, ça nous permet d'éviter ce genre de structure qui peut rendre le code compliqué à lire. Là, je vois qu'il y a Eric qui a posé un magic number ici. Alors effectivement, il y a un 500 millisecondes qui traîne qui est vraiment pas terrible. Et là, on arrive sur le commentaire donc, de Camille, c'est ça, ouais, qui a mis extract generic method into service. Et j'ai une méthode compare qui fait une comparaison toute simple et qui compare l'attribut valeur, en fait, value de deux éléments. Et là, en fait, Camille va pouvoir expliquer que dans ce projet-là, il y a un fichier qui s'appelle tools, qui est un service, et qui contient tous les ensembles de petites méthodes utilitaires, en fait, qui sont tous regroupés dans ce fichier tools. Et donc, elle nous explique que ce serait bien de mettre ces petites méthodes utilitaires à l'intérieur. Alors, pourtant, c'est moi qui ai fait la revue de code de ce fichier-là, mais c'est quelque chose que j'ai pas vu parce que je savais pas que ce fichier tools existait. Donc, c'est là où c'est intéressant de capitaliser un peu sur les connaissances de tout le monde, et c'est Camille qui avait la connaissance, justement, sur le fait que ce fichier tools existe. Et là, ça nous permet aussi d'échanger un petit peu sur cette pratique et de se dire, est-ce que c'est vraiment bien d'avoir un fichier tools qui contient tous les utilitaires possibles pour mon projet? Et là, moi, je vais peut-être arriver en disant, ce serait intéressant d'avoir un fichier un petit peu utilitaire par type de méthodes qu'on veut à l'intérieur. Par exemple, tout ce qui est format, on pourrait les mettre ensemble. On pourrait avoir un date formatter service. On pourrait avoir un utilitaire qui est dédié aux comparaisons et qui fait des comparaisons de tableaux, etc. Justement, pour aller un petit peu plus loin aussi dans cette partie découpage et structure. Donc, elle a mis d'ailleurs dans le tag de structure. Donc, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que lors de ces rétrospectives d'atelier, c'est un petit peu le moment où ça nous permet d'échanger sur ce qu'on a vu dans le code, même si c'est pas le code de notre projet forcément. On peut être plusieurs à travailler sur des projets complètement différents. C'est intéressant de se mettre d'accord un petit peu sur ces pratiques de manière plus générale pour éviter justement d'avoir à les répéter tout le temps un petit peu à droite à gauche. Et surtout, ça va nous permettre de rendre un petit peu ces pratiques vivantes là-dessus. Donc là, lors de cette première session, on a des pratiques qui sont assez génériques. Ça va nous permettre justement de bien comprendre. Mais là, ce qui était marrant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a 3 personnes qui ont identifié que cette méthode-là était trop complexe. Effectivement, elle fait pas mal de trucs. Mais moi, en fait, dans mon commentaire, je suis allé un peu plus précisément à l'intérieur et j'ai dit, voilà, là, il y a un petit souci de commentaire qui est utilisé pour découper la méthode. Et en fait, si on extrait une méthode ici, déjà, la méthode principale, elle sera déjà moins complexe. Donc, en fait, je vais aussi permettre à l'équipe, je vais peut-être permettre de guider un petit peu l'équipe, justement en leur disant qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer un petit peu ces problèmes de complexité. En fait, plus précisément, on voit qu'il y a des petits soucis là-dedans, des choses assez simples à extraire. Et peut-être que la prochaine fois, j'expliquerai aussi que en fait, tout ce qui est à l'intérieur du bloc subscribe, c'est un retour de callback qui se fait en fait une fois qu'on a eu un retour d'un appel HTTP. Donc tout ça, en fait, en réalité, on aurait pu l'extraire dans une méthode. Pour l'instant, j'ai pas eu envie de préciser, mais dans les prochaines périodes, je vais pouvoir avancer un petit peu là-dessus et sortir encore des nouvelles pratiques un peu plus précises. Donc, si on regarde ce que ça donne en fait sur un atelier où on a déjà avancé pas mal, alors là, je vous présente ce qu'on a fait nous en fait sur le projet. Donc, c'est là où Christophe Bousquet, je me suis servi de certaines de tes cartes. On a mis dans les bonnes pratiques qu'on voulait suivre des principes solides, des principes d'inversion de dépendance, de ségrégation d'interface, etc. Donc pas mal de choses en fait qui sont un peu plus avancées, mais qui pour nous sont importantes dans notre projet. Mais pourquoi on a mis ça? Parce que on a déjà fait la passe un petit peu sur toutes les premières pratiques assez génériques. Donc l'idée c'est vraiment de ne pas imposer une centaine de pratiques génériques à l'équipe, parce qu'on sait très bien en retour d'expérience que les gens vont pas forcément s'engager ou s'impliquer là-dedans s'ils ont l'impression que ça ne leur correspond pas. Par contre, petit à petit, on va s'attaquer à la douleur principale des différentes personnes de l'équipe et vraiment y aller petit à petit. On va suivre un petit peu le rythme de l'équipe derrière. Ce côté amélioration continue et vraiment rythmer un petit peu ces échanges, pour nous, c'est super important et c'est la différence qu'on peut apporter justement avec des sessions où on peut faire de la formation intensive un peu sur certaines pratiques. Là, l'idée, c'est de faire un focus sur très peu de pratiques, mais de le faire régulièrement sur les différents sprints, plutôt que de mettre trop d'informations d'un coup au sein de l'équipe. Donc voilà l'idée.
En résumé, hein, c'est vraiment de capitaliser sur les connaissances de tout le monde. Là, ce que j'ai présenté, on a vraiment ce rôle de Ludo qui a plutôt le rôle de coach, de lead tech, qui vient apporter un peu de connaissances à son équipe et qui vient essayer de faire monter tout le monde en compétences. On a des équipes où ce rôle est un peu plus dispatché dans l'équipe. On n'a pas forcément une personne qui a beaucoup plus de connaissances que les autres. Et là, c'est intéressant justement de voir des bonnes pratiques émerger, mais de la part justement des différents développeurs de l'équipe. Chaque personne apporte un petit peu sa pierre à l'édifice, et c'est ensemble qu'on va avancer justement sur la création d'un code de meilleure qualité. Donc voilà, pour nous, c'est un moyen assez efficace justement de pouvoir définir ces pratiques et surtout de pouvoir les diffuser avec ces petits ateliers. Voilà, j'ai à peu près terminé la présentation de cette partie-là. Tac. Juste pour faire le point un petit peu avant la partie questions, parce que je vois qu'il y a déjà quelques questions qui ont été posées, donc après je vais enchaîner là-dessus. Si jamais vous souhaitez tester un petit peu cette partie atelier craft, que ce soit sur vos projets, donc avec une installation Themis chez vous, ou alors si vous voulez que nous on mette à disposition une version en fait en SaaS-like un petit peu de Themis pour pouvoir faire des tests, écrivez-moi du coup à l'adresse arthurmagne@promise.com. Et Julien aussi, toi tu voulais proposer quelque chose sur la partie plus orientée test. Pour aider à avoir un peu une vision globale de comment on peut intégrer ça dans une stratégie globale. Généralement, ce qu'on fait, nous, c'est des audits de maturité par rapport à la qualité logicielle. Les équipes, c'est aussi bien les PO, les développeurs, les testeurs. Donc, un audit vraiment complet, ça prend plusieurs jours, des fois sur différents sites, mais on peut très bien faire un mini-audit déjà en conférence à distance en ce moment, où on discute avec un échantillon représentatif des PO, des devs et des QA pour donner un premier niveau de maturité et des plans d'action. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir synchroniser par exemple, dans les plans d'action, on peut avoir du coaching des devs et de la mise en place d'outils comme Promise, mais on peut aussi mettre en place du coaching des PO, des QA, mettre en place des frameworks d'automatisation. Et c'est ça qui peut être intéressant dans l'approche. Voilà. Donc, en synthèse, s'il y a des gens qui veulent affiner cette approche, ils peuvent nous envoyer un petit mail. Parfait, merci Julien. Alors, je vois un petit commentaire de Sandra avant de passer aux questions. Il y a 2 commentaires qui ont été posés. Donc, Edouard qui indique qu'effectivement on pourrait préciser directement dans l'atelier qu'il faudrait identifier 3 points d'amélioration, un peu comme un challenge. C'est quelque chose qu'on va intégrer en fait au sein de Themis parce qu'on a toute une partie plan d'action, gamification qu'on va lier un petit peu à ces ateliers craft. Et effectivement, c'est un des axes, c'est de se dire l'objectif sur le sprint, c'est que chaque personne place au moins 3 points d'amélioration. Donc effectivement, tu as raison, là c'est plus informel actuellement, mais c'est un point intéressant à rajouter. Et Sandra, qui fait une très bonne remarque aussi, effectivement, en fait, pour éviter de se retrouver avec un ensemble de règles trop conséquent et de se retrouver avec un wiki en fait où plus personne va dedans parce que c'est trop compliqué. C'est vraiment un point sur lequel on souhaiterait travailler, c'est comment est-ce qu'on peut faire un roulement un petit peu sur les règles pour ne garder qu'un ensemble de bonnes pratiques qui correspondent exactement à ce dont on a besoin maintenant, et tout ce qui est superflu, le mettre un petit peu de côté, alors soit les supprimer, soit les désactiver un petit peu temporairement. Actuellement, c'est un petit peu fait à la mano, évidemment, où on peut supprimer les pratiques si jamais elles ne nous intéressent pas. Mais je suis d'accord qu'effectivement, on pourrait faire un système un petit peu de questionnement en disant, tiens, est-ce que cette pratique est encore utilisée ou pas ? Ça fait des mois que plus personne ne la pose, donc on pourrait peut-être la masquer. C'est un point intéressant à remonter. Et également, quelque chose que je n'ai pas présenté, mais quand on crée une bonne pratique, si moi je crée une bonne pratique en fait dans l'atelier, ça va se retrouver dans mon fil d'actualité sur la page d'accueil de Themis, où en fait dans mon fil d'actualité, je vais pouvoir retrouver un petit peu, bon je ne vais pas montrer toutes les actions qui ont lieu sur nos projets, mais voilà, quand une bonne pratique a été créée, en fait elle va se retrouver dans le fil d'actualité de tout le monde, et comme ça tout le monde sera notifié pour avoir que, ah oui effectivement il y a une bonne pratique qui a été créée. Donc ça, c'est des pratiques que j'avais rajoutées spécifiquement sur tout ce qui était SCSS, parce que le SCSS, c'est quand même du code, donc
il y a quand même des choses à faire dessus pour que ce soit vraiment maintenable par la suite. Du coup, ça permet à tout le monde un petit peu de les voir et de pouvoir les comprendre derrière. Donc, je passe un peu sur la partie questions. Alors, Sandra qui pose la question, est-ce que l'atelier Craft vient avec des bundles de bonnes pratiques, globales et ou par techno, où on part d'une base vierge? Alors, actuellement, quand on installe en fait une version de Themis, on se retrouve avec 17 bonnes pratiques qui sont des pratiques assez génériques. Donc, j'en ai mis sur des tests, working test, missing test, add expectation test. C'est surtout avec des retours d'expérience qu'on a pu avoir derrière. Magic String, des choses comme ça, avec de bad data, etc. C'est plus à titre d'exemple et un peu pour lancer l'atelier et lancer le sujet. À côté de ça, on est en train de développer des packs de bonnes pratiques parce qu'en fait, on peut les bonnes pratiques les importer ou les exporter et importer des packs. Et c'est ce que j'ai fait notamment sur ces pratiques-là, sur les pratiques, par exemple, des principes solides, des choses comme ça. C'est un pack de pratiques avancées que je vais mettre à disposition justement derrière pour qu'on en ait un petit peu des pratiques qui soient spécifiques aux tests, spécifiques au DDD, par exemple, à la sécurité, etc. Donc, c'est l'idée, c'est d'avoir un petit peu des packages de bonnes pratiques et en retour d'expérience des équipes aussi, si des gens veulent en partager avec nous. Nous, quand on travaille avec des équipes qui remontent des bonnes pratiques qui sont super intéressantes, évidemment, on peut leur demander est-ce qu'on peut les intégrer peut-être comme pratique de base. Ça nous permet aussi d'échanger un petit peu là-dessus. Alexandre Robert qui pose la question, est-ce que la conf est enregistrée? Oui, elle est enregistrée et la vidéo sera disponible par la suite. Je pense que je ferai un mail un petit peu à tout le monde pour la partager. Je le mettrai sur mon LinkedIn aussi. Christophe Moustier, pour le DDD, on sera plus du côté All for Test ou Promise. Sur le DDD, c'est plutôt côté Promise. Je sais que donc nous on a déjà donné des formations DDD, notamment Xavier l'a fait pour Pôle Emploi à Bordeaux. Donc sur toute la partie DDD, en fait, on a des formations un peu plus classiques, mais on essaie d'intégrer pas mal de bonnes pratiques DDD en fait justement sur le nommage, sur la structure, les value objects, les entités, etc. directement au sein des ateliers Craft. Ce qu'on trouve assez cool avec ces ateliers, c'est que c'est quand même très générique. Donc, on peut aller assez loin et on peut rajouter un peu tout ce qu'on veut dedans. Donc, si c'est des pratiques liées au DDD, on peut les intégrer dedans et faire un pack DDD et essayer d'accompagner un petit peu les équipes justement sur certaines pratiques DDD et petit à petit en rajouter. Donc, ça pourrait faire un mix en fait formation et accompagnement par la suite avec Themis. Cyril Nicoloto, intégration dans les IDE. Ah, la question, la vraie bonne question. C'est un sujet sur lequel on va commencer à travailler très rapidement. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est dans le chat qui démarre chez nous bientôt qui va sûrement travailler sur ce sujet-là. Ce qu'on aimerait bien faire, en fait, sur la partie IDE, on n'a pas encore complètement statué sur ce qu'on veut mettre en place, mais c'est l'idée derrière, c'est qu'on puisse une fois qu'on pose des tags, en fait, pouvoir les suivre directement dans l'IDE, voir qu'est-ce qui a été posé à quel endroit, pouvoir depuis l'IDE poser des tags. Et l'idée, c'est vraiment de fluidifier un petit peu tout ça. Là, pour l'instant, ça se passe bien avec Themis parce que vu qu'on a cette notion d'atelier, on a une animation qui est derrière, donc ça s'enchaîne bien et les gens peuvent aller sur la plateforme. Mais c'est vraiment l'idée derrière. On aimerait bien pouvoir intégrer ça dans les différents IDE pour avoir un lien un peu plus fort entre les deux. Christophe aussi, Themis pourrait comprendre une config objet calisthénique. Alors oui, sur tout ce qui est programmation calisthénique, effectivement, on pourrait avoir des règles spécifiques justement aux règles très poussées de la programmation calisthénique derrière. Ça pourrait être une configuration qui est là. Et Sandra qui dit, est-ce que le format des fichiers importés ou sortés? Alors actuellement, le format c'est du JSON. En fait, si j'exporte les bonnes pratiques, là, si j'en prends quelques-unes, et que je l'exporte, je vais avoir un fichier JSON qui va arriver. Donc moi, j'ai du JSON derrière, ce qui est le format un peu plus simple, on va dire, pour les exports, import-export. Ce qu'on va mettre en place assez rapidement, donc ça a été une demande aussi, c'est un export plus en format PDF pour pouvoir les présenter ou les intégrer en fait peut-être dans une base interne pour les entreprises. Je ne sais pas si vous bossez avec Microsoft ou des choses comme ça. Des fois, il y a déjà
des espèces de checklists de revue de code, par exemple, qui sont mises en place. Et en fait, ces bonnes pratiques qui sont définies à l'aide de Themis, on peut les intégrer après dans des checklists de revue de code. Et pour ça, effectivement, on va travailler sur des exports en PDF de ce qui est derrière. Cyril, la question qui fâche. Non, c'est pas une question qui fâche, mais non, c'est vraiment une vraie question. Ce côté intégration dans l'IDE, voilà, on aimerait bien lier un petit peu plus ça à l'IDE derrière. Sur VS Code, il n'y a pas trop de soucis. Après, effectivement, il faut le faire un peu sur tous les IDE, sur Eclipse, etc. Donc ça demande un peu de boulot. Mais l'idée, est vraiment très bien. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à les poser, parce que de toute façon, moi, je reste chez moi toute la journée, il n'y a pas de souci. Tout le monde a tout le temps qu'il veut aujourd'hui, particulièrement. En défense, un peu, on va aller manger. On va repartir sans C'est vrai que j'ai pas mangé. Mais merci à tous. Il faut te mettre une alerte pour manger. C'est vrai. En tout cas, on a aussi une petite idée derrière aussi qui serait, on n'a pas encore poussé, mais on aimerait bien créer des ateliers où tout le monde puisse participer sur un Themis en SaaS avec des exemples de code assez génériques justement, et faire des sessions toutes les 2 semaines où tout le monde en fait en SaaS une sorte de dojo un peu Themis, où tout le monde en fait sur l'adresse de Themis pourrait aller identifier les bonnes pratiques ou rajouter ses propres bonnes pratiques et faire un petit webinar toutes les 2 semaines, peut-être entre midi et 2 ou l'après-midi, je ne sais pas quel est le meilleur format, sûrement entre midi et 2 je pense, où justement une personne ferait un petit peu la rétrospective de ce qui a été identifié par tout le monde sur le code. Donc ça pourrait être sur votre code ou si c'est confidentiel sur des exemples de code, nous on pourrait en avoir pas mal aussi. Mais ça nous semble intéressant justement de faire ça pour partager un petit peu sur ces bonnes pratiques et de faire venir peut-être des intervenants extérieurs. Alors, je pense pas mal à Xavier Pigeon qui est ici, à Benoît Dantom, à n'importe quelle personne qui aurait envie justement de partager sur pas mal de bonnes pratiques. Donc histoire de créer une animation un petit peu régulière là-dessus. Frédéric qui met à partir de quelle version de Themis ces fonctionnalités sont dispo? Alors elles sont dispo à partir de la version 3.0. Je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui s'en servent actuellement, qui sont encore dans la version 2 de 8 ou quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à nous écrire pour mettre Themis à jour. Sinon, si vous avez la main dessus, vous pouvez faire un Docker Compose Pull et un Docker Compose Up-D pour mettre Themis à jour sur la dernière version. Elle est déjà disponible en ligne. Et après, toujours pareil, n'hésitez surtout pas à vous servir du petit bouton Aide qui est ici à droite, qui m'envoie un mail directement. Si jamais vous avez des questions sur la partie même animation de ces ateliers, ou si vous voulez des packs de pratiques particuliers, voilà, toutes ces questions-là, n'hésitez surtout pas à les poser là-dessus. Top. Ben, si vous avez plus de questions, toujours pareil, n'hésitez pas à nous écrire, soit à Julien, soit à moi, sur la partie, que ce soit test, spec ou atelier craft ou Themis. Sachez que effectivement, ce que propose Julien, donc le mini-audit, c'est gratuit. Le test de Themis sur vos projets, c'est aussi gratuit, donc il n'y a pas forcément de frein, on va dire, pour l'utilisation. Si vous ne pouvez pas l'installer, parce que c'est toujours compliqué d'installer des choses dans la chaîne d'intégration continue, on peut le mettre à disposition pour vous sur une VM en fait, qu'on fait tourner chez nous, sur lequel vous pouvez mettre de code que vous voulez, juste au moins pour voir un petit peu ce que ça peut donner sur ces ateliers. Mais n'hésitez surtout pas à nous contacter là-dessus. Ce qu'on va faire à la suite de ce webinaire, c'est envoyer un mail un petit peu à tout le monde, dans lequel je pense que je mettrai le lien de la vidéo si ça fonctionne bien avec Livestorm, et dans lequel aussi je pourrais repréciser un petit peu ces 2 points, remettre nos adresses. Mais la vidéo sur notre site aussi là. En fait, on a une rubrique sur le Fortest où il y a plein de dossiers thématiques sur le développement, sur le test, et puis dans les dossiers thématiques, il y a toutes les vidéos.
Donc on en reprendra là-dedans. Super. Ouais, nous on va faire pareil sur notre site. Et on a un article aussi qui parle de cet atelier craft, qui reprécise un petit peu ce que je présentais ici, mais de manière plus textuelle, si jamais vous voulez le partager avec des gens pour avoir un retour ou quoi que ce soit. Tac. C'est quelque chose qui est lié, je mets le lien dans le chat. N'hésitez pas à aller faire un tour, c'est un truc qu'on a écrit justement la semaine dernière. On est en train de travailler à des articles un peu plus sur des recettes d'utilisation en fonction des contextes. Parce que vous l'aurez compris, en fonction du contexte, si jamais il y a des équipes de 1 ou 2 personnes, s'il y a des grosses équipes, si on a une équipe externalisée, une partie au Maroc, une partie en France, voilà. En fonction de tous les contextes d'équipe, en fait, on peut avoir une utilisation qui est assez différente. Pour nous, dans tous les cas, ça paraît assez intéressant, mais les manières de l'utiliser peuvent être différentes. On pense beaucoup aux équipes externalisées, notamment avec les gens qui ont des équipes en offshore. L'idée de faire ces ateliers en commun sur du code en commun, ça peut être une bonne manière de récupérer les pratiques qui sont faites à l'étranger, de présenter aussi les pratiques qu'on a ici sur nos plateaux. Toujours cette idée qui est liée au software craftsmanship du côté échange et partage, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de pousser. Donc, pour nous, il n'y a pas de frein si l'équipe en offshore ou même en remote. Là, de toute façon, on va voir très bien ce que ça donne dans les semaines qui viennent avec toutes les équipes qui sont en full remote. Voir comment des ateliers craft fonctionnent, ça va être un bon moyen de voir justement comment les gens s'en servent. Donc, nous, on va être assez attentif à ces retours-là. Mais ouais, dans la période actuelle, ça va être assez intéressant de pouvoir voir si ça permet vraiment aux équipes justement d'échanger sur leurs pratiques à distance. Okay. Merci à tous. Arthur. Salut Julien, bon appétit à tous. Restez bien chez vous. Tu as raison Daniel, restez bien chez vous. Et à bientôt du coup. Salut Edouard, salut tout le monde. Salut. Bye. Je vais faire.